Bonsoir et re-bienvenue dans Soir d'Info. Soir d'Info qui reçoit tout de suite Monsieur Chermbo. Il est directeur exécutif de la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Bonsoir Monsieur Mbo. Bonsoir Sarah. Merci d'être des nôtres ce soir. Alors avec vous, nous allons naturellement parler de cette grande messe de l'excellence qui s'est déroulée ce jeudi. Nous avons vu les images tout à l'heure au Grand Théâtre National en présence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. L'édition 2025 du concours général qui a enregistré 3568 candidats, soit 365 de plus que l'année dernière. Parmi ces candidats, 2138 filles contre 1430 garçons. Alors au total, 120 distinctions décernées avec l'école publique qui s'est encore taillé la part du lion avec avec 80 distinctions contre 40 pour le privé. Comment analysez-vous toutes ces données, tous ces chiffres? Oui, c'est déjà, après vous avoir salué évidemment, vous remercier pour cette invitation, dire que c'est évidemment un moment important, un rendez-vous annuel qui célèbre l'excellence et qui nous permet aussi de célébrer nos jeunes talents. Et il est essentiel à un moment qu'on puisse s'arrêter et pour pouvoir évidemment donner encore un peu plus d'essence, un peu plus de carburant à nos enfants. Leur dire que vous pouvez encore continuer à croire à l'éducation. Vous l'avez dit, c'est un résultat important parce que simplement, comme vous l'avez indiqué déjà, tout ce qu'on disait sur l'école publique n'est pas toujours avéré. N'est pas toujours fondé. Si nous nous appuyons sur des données probantes, nous nous rendons compte que nous avons encore une école publique qui peut être performante. Il y a évidemment que, de ce point de vue, si on voit un peu ce que se passe avec le baccalauréat, par exemple, la région qui est toujours en tête, qui fait partie donc du peloton de tête, c'est Matam. Avant d'en arriver au baccalauréat. Oui, non, c'est pour le lier à ça, pour dire que même cette région qui est souvent en tête, c'est une région qui a le moins d'écoles privées. Donc nous pensons évidemment que nos écoles publiques peuvent encore faire des résultats. Évidemment qu'il y a juste un problème de conditions d'apprentissage qui ne leur permettent pas d'émerger. Alors, le meilleur élève du concours, Ahmed Babou, que nous félicitons au passage, il provient du lycée, du Prytanée militaire de Saint-Louis. L'école militaire de Saint-Louis, une vitrine de l'excellence. Elle figure en pole position chaque année, mais pas que elle, avec la maison d'éducation Mariam Abba, le lycée d'excellence de Diourbel, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye et j'en passe. Tout cela, Monsieur Mbo, pour dire qu'au fil des années, principal constat, ce sont toujours quasiment les mêmes écoles qui caracolent en tête du box-office. Est-ce finalement une bonne nouvelle pour l'excellence sénégalaise? Oui, je pense que nous devons toujours faire la différence entre l'excellence et l'élitisme. Il y a des écoles, des lycées qui sont attendus à être excellents. C'est des lycées déjà qui filtrent leurs élèves, ce n'est pas n'importe qui y vont. Les lycées d'excellence, Mariam Abba, Prytanée, qui cherchent les meilleurs enseignants pour encadrer ces meilleurs élèves et qui sont dans les meilleures conditions d'études, avec un dispositif d'internat qui leur permet même de faire un suivi après cours. Ils sont restaurés, ils ont la plupart des bourses, donc ils sont dans des conditions où ils sont attendus sur l'excellence. Ils sont obligés de faire dans l'excellence. Ils font des résultats au bac de 90-100%. C'est pourquoi dans ces situations, ce qui nous préoccupe, c'est justement ces lycées qui ne sont pas estampillés excellents et qui viennent toujours au rendez-vous de l'excellence. Limamoulaye, Thiologne, il y a quelques lycées qui sortent du lot. Nous devons les montrer davantage aux jeunes. Limamoulaye qui est dans une zone assez perturbée, vous avez entouré de marchés, beaucoup de bruit, des conditions de travail qui ne sont pas des meilleures, des classes pléthoriques et qui pourtant n'ont jamais été absents du concours général. Donc ça, je pense que ce sont ces modèles-là qu'il nous faut montrer. Parce qu'au total, quand on parle de la fête de l'excellence, ça doit être un moment d'émulation. Comment faire pour démocratiser l'excellence? C'est ça, pour nous, le sens de cette fête-là. Nous devons faire en sorte qu'on puisse valoriser encore une fois ceux qui performent. Ça veut dire qui a priori ne sont pas dans des conditions, mais qui arrivent à sortir de l'eau. Nous devons les montrer en exemple. Et nous devons veiller à ce que tous ces élèves-là, qui devraient être dans cette excellence-là, mais qui ne sont pas pour des questions liées à leurs conditions de travail, il faudrait évidemment qu'on puisse apprendre de ces conditions pour pouvoir de plus en plus les élargir à la plupart de nos écoles. C'est ça qui fera évidemment que l'on fasse preuve de générosité, de justice sociale et qu'on puisse tendre la main d'humanisme et qu'on puisse élever les autres. Tout le monde, nos enfants sont presque tous excellents. Ils ont presque tous du talent.
Le problème, ça peut être un problème de condition. Quand un élève est excellent, qu'est-ce qui le justifie? Très souvent, oui, il y a évidemment son engagement personnel, mais en plus, il y a que si vous avez des parents qui croient en l'éducation, qui vous surveillent, qui vous accompagnent, pas forcément alphabétisés. Moi, ma grand-mère qui m'a éduqué ne savait pas lire et écrire, mais pourtant, elle se souciait, moi, de ma scolarisation. Donc, nous devons avoir ça. Le suivi à domicile, vous faites le tour du monde, vous vous rendez compte que ça fait la différence. Deuxième chose, tous ces lycées qu'on dit excellents, regardez la taille des classes. L'enseignant a la possibilité de tenir la main de chaque enfant. C'est l'occasion de saluer justement ce jeune-là handicapé qui aujourd'hui est sorti du lot. Donc nous avons beaucoup apprécié le fait qu'il soit montré en exemple, qu'il ait eu une médaille spéciale. Donc ça pour nous, nous en avons besoin. Parce que cela montre encore une fois que si nous avons un minimum de conditions, ça peut aller. Vous allez dans un lycée, parce que évidemment que avec les résultats du bac et cette journée de l'excellence, on ne peut pas ne pas faire une analyse croisée. Regardez par exemple Sédhiou, qui a un lycée d'excellence, mais qui est la région qui a des résultats les plus faibles, et au BFM et au baccalauréat. Ça veut dire qu'il nous faut aussi apprendre à connecter les modèles d'école. Si nous avons un lycée d'excellence, quel devrait être le dispositif qui permette à ce que les enfants qui sont dans les autres lycées classiques, dans les autres établissements classiques, puissent bénéficier aussi de la présence de ces lycées d'excellence. Donc pour nous, c'est un aspect qui est essentiel, et ça nous amène à dire certainement que si nous voulons démocratiser l'excellence, nous devons évidemment faire en sorte que les enfants qui sont supposés pas excellents puissent bénéficier de l'accompagnement aussi des meilleurs enseignants. Un enseignant, il est surtout apprécié quand il sait élever un enfant. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pas la première fois que vous posez ce constat. C'est un constat que l'on pose quasiment chaque année au moment justement d'assister à la célébration du concours général. Où est-ce que le bas blesse? Qu'est-ce qui empêche finalement d'enclencher ces réformes qui vont permettre de démocratiser l'excellence et de ne pas le laisser réservé à une élite, on va dire? Oui, ça pour nous c'est un élément essentiel. Déjà, le premier élément essentiel, c'est que ces excellents qui ont été identifiés aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils nous échappent. Nous devons avoir un dispositif de suivi. Parce que le Sénégal a investi en eux pour qu'ils soient excellents. Donc un dispositif de suivi par rapport à leur cursus pour qu'il y ait un retour sur investissement. Ça, pour nous, c'est un aspect qui est essentiel. Et vivement justement que le président de la République prenne aussi, parce qu'on a entendu toutes les décisions qu'il a prises, prenne aussi une décision d'avoir un dispositif de suivi cohérent, conséquent, qui fasse que ces excellents, ces talents ne nous échappent pas. Ils risquent d'aller servir ailleurs. Ça, c'est un. Mais deux, comme tu dis, démocratiser l'excellence, où est-ce que le bas blesse? C'est parce que, évidemment, nous savons quels sont, je veux dire, c'est pas... C'est très rationnel, hein? Nous savons ce qui peut rendre un établissement excellent. Il faut que... Vous savez ce qui ne va pas. On sait ce qui ne va pas. On sait quels sont les déterminants qui permettent à un lycée, à un établissement d'être excellent. Et donc, ça devient facile. Qu'est-ce qui le permet? Un, il y a la question enseignante. Si nous avons suffisamment d'enseignants, suffisamment de salles de classe, pour avoir des effectifs qui ne soient pas pléthoriques, nous avons la chance de multiplier ces excellents, de démocratiser. Parce que nous aurons la chance, comme je le disais, d'avoir des enseignants qui tiennent le stylo de chaque enfant et qui comprennent que tout le monde n'est pas Sarah. Il y a certains qui ont besoin du temps pour comprendre. Il y a d'autres sur qui il faut s'asseoir, avec qui il faut s'asseoir pour pouvoir évidemment les élever. Avec les effectifs pléthoriques, nous n'aurons pas l'excellence. Deux, nous savons que l'environnement des apprentissages, que l'enseignement, ce n'est pas seulement la classe, la craie et le tableau. Il y a l'environnement des apprentissages qui agit. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que c'est sécurisé pour ne pas permettre à des animaux, à nos femmes, nos bonnes femmes de passer pour aller au marché, pour ne pas les perturber les enfants? Ça, pour nous, c'est un aspect. Sédhiou, c'est la région qui a le plus d'abris provisoires. Sédhiou devient la région qui a des résultats les plus faibles. Trois, nous savons qu'il est important qu'il y ait une confiance qui soit rétablie entre l'école et la communauté. Que quand un parent envoie quelqu'un, son enfant à l'école, qu'il ne considère pas l'école comme étant seulement une garderie, où ça c'est juste un tremplin, mais qu'il y ait de l'espoir qui soit construit autour de ça. Ça veut dire la connexion qu'il doit avoir entre les finalités de l'éducation et la vie, de l'éducation et l'insertion, de l'éducation et l'employabilité. Il faut rétablir ça. Ça, pour nous, c'est aussi un élément qui est essentiel si nous voulons démocratiser cette excellence. Si nous voulons démocratiser l'excellence, nous pensons aussi que les éléments liés au contenu d'apprentissage, les réformes, sur lesquelles nous allons nous acheminer certainement durant ces grandes vacances-là, liées au contenu d'apprentissage, avec l'encyclopédisme, liées aux méthodes d'enseignement-apprentissage, liées à tout ce qui est
je ne sais pas quoi, outils nouveaux. Je pense au numérique, à l'intelligence artificielle, comment les démocratiser. Donc tous ces éléments-là, pour nous, il va falloir évidemment agir sur ça. 4, nous pensons qu'il faut que l'enfant ait la possibilité, après l'école, de pouvoir continuer à approfondir ses apprentissages. Et ça, si vous n'avez pas suffisamment de support, évidemment que ça ne peut pas aller. Donc, ce qui peut rendre, en tout cas démocratiser davantage l'excellence, pour nous, ce sont ces facteurs, ces déterminants sur lesquels il faut investir, mettre de l'argent, mettre des ressources et considérer que ce n'est pas des dépenses, mais c'est plutôt un investissement. Alors, on va un peu s'arrêter sur les résultats. Vous l'avez dit, très faible taux de réussite cette année au bac. Sur un total de 156 050 candidats, seuls 33 000 ont décroché le sésame au premier tour, ce qui veut dire qu'un candidat finalement sur 5 a eu le bac au premier tour. Qu'est-ce qui explique cette contre-performance? Ben écoutez, bon, déjà, quand on analyse le baccalauréat, il ne faut pas seulement nous limiter au contexte de cette année. Les enfants qui faisaient le baccalauréat cette année, c'est eux qui étaient là en seconde et en première entre 2021 et 2024, qui étaient des moments de turbulence, des moments de perturbation. Le baccalauréat, ça n'acte pas seulement l'année de terminale, mais c'est tout le cycle que ça évolue. Ça, pour nous, c'est un aspect essentiel qu'il faille prendre en charge si nous voulons analyser ces faibles taux du baccalauréat. L'autre aspect que nous avons constaté, c'est que notre système semble être saturé. Je dis, aujourd'hui, vous parlez de 47%, mais vous faites le tour sur les 10 dernières années, on était toujours autour de ça. 48, 50.1, 50.2, 50.5. Donc, nous avons l'impression qu'on ne peut pas faire plus et mieux que cela. Donc, il nous faut évaluer justement le système d'évaluation. Comment on évalue les enfants? Parce qu'en fin de compte, ces enfants, tous ceux qui sont exclus, ils réussissent ailleurs. Ça veut dire que donc notre système n'est pas capable d'identifier le talent qui dort en vous. Alors, c'est une bonne transition. Ça c'est un aspect. De l'avis justement de nombreux acteurs de l'éducation tels que vous, le problème de l'école sénégalaise aujourd'hui, c'est qu'elle est archaïque et qu'il faut oser la refonder. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe? Oui, il faut repenser le système éducatif de manière globale. Repenser son système d'évaluation, comme j'ai dit. Parce que c'est toujours basé sur parcourisme, restitution, récitation. Repenser son système d'orientation. Tous ceux qui sont bien orientés, qui sont dans les séries scientifiques réussissent. Séries scientifiques, vous avez plus de 90%, presque 97%. C'est-à-dire que si l'enfant, si son talent est bien détecté et s'il est bien orienté, il réussit. Repenser évidemment les contenus d'apprentissage. Quand vous bourrez les enfants avec l'encyclopédisme, au lieu de leur donner des instruments et des outils qui leur permettent d'accéder au savoir, il n'a pas besoin d'un volume important de savoir, mais il a besoin d'avoir des outils, des instruments qui lui permettent de pouvoir détecter, identifier, sortir, prendre le savoir dont il a besoin. Donc, l'encyclopédisme, il faut repenser ça. Les finalités. Je disais, le colon, lui, il était très clair. Lui, ce qu'il voulait, c'était quelqu'un qui l'aide à poser son arachide, à faire de l'interprétation. C'est ça qu'il voulait, il l'a réglé. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons avoir des développeurs. Nous voulons avoir des esprits critiques, des esprits de disquis, en tout cas des gens qui ont des capacités de discernement. Vous avez vu, nous avons constaté, chaque fois qu'il y a crise sanitaire, Ebola, Covid, chaque fois qu'il y a crise environnementale, notre système est complètement bloqué. Parce que nous n'avons pas encore cette intelligence pratique qui nous permet de pouvoir nous adapter quand il y a une situation nouvelle. Donc c'est ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas accumuler des recettes pour dire quand A existe, c'est B que je lui donne, mais c'est comment nous adapter aux situations nouvelles, parce que nous sommes dans un monde que nous autres êtres humains, nous avons totalement perturbé. Donc, bonne transition pour aborder avec vous le thème de cette édition du concours général 2025. Le thème donc c'est transformation humaniste de l'éducation à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, enjeux, défis et perspectives. Le gouvernement affiche là une volonté d'adapter l'enseignement aux nouvelles technologies tout en renforçant les valeurs humaines et citoyennes, et c'est là que réside justement toute la délicatesse de la tâche. Comment aligner, selon vous, cher Mbow, les valeurs humaines avec les progrès technologiques? Ben déjà, c'est comprendre que l'intelligence artificielle, c'est intelligence artificielle. C'est à des machines qu'on prépare à imiter l'intelligence humaine. C'est des machines, des robots, des smartphones, des téléphones. Donc, nous devons maîtriser le cerveau qui aujourd'hui entraîne ou oriente l'intelligence artificielle. Donc nous ne devons pas accepter d'être simplement des consommateurs. Autrement, c'est d'autres cerveaux qui vont réfléchir pour nous.
Ça, pour nous, c'est un préalable. Nous ne devons pas accepter d'être robotisés. Nous ne devons jamais être des machines. Il faut qu'il y ait des sentiments qui existent entre vous et moi, et non pas seulement qu'on soit des machines. Quand vous dites nous ne devons pas, vous voulez dire quoi? Il faut un cadre pour réglementer tout ça? Il faut un cadre pour réglementer. Parce que cela va très vite aussi. Il ne faut pas être seulement dans le suivisme, parce que c'est de l'actualité. On s'y plonge comme on souhaite. Il faut qu'il y ait une réflexion profonde sur ce que ça signifie pour nous. Ce que ça signifie pour nous aussi, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle vienne creuser davantage les distances entre riches et pauvres, entre rural et urbain. C'est déjà des distances assez larges, assez importantes. Donc nous ne devons pas accepter ça, démocratiser l'intelligence artificielle. Il y a des conditions. Pour pouvoir utiliser correctement l'intelligence artificielle, il faut avoir une connectivité, il faut peut-être être dans le numérique. Donc comment faire pour que justement les régions de l'intérieur, le monde rural, justement ces écoles-là, ces cibles vulnérables, puissent aussi accéder à ça. Autrement, nous allons continuer à favoriser une certaine élite, la fracture numérique. Donc, pour nous, ça, c'est ça les conditions. Mais oui, on ne peut plus l'ignorer parce que l'intelligence artificielle s'impose à l'humanité. C'est une nouvelle ère, donc je l'appelle la révolution numérique. Vous vous rappelez de la révolution agricole ou industrielle, ça avait permis à certains pays d'émerger. Nous avons une opportunité pour décoller parce que ça parle plus aux jeunes et nous avons une majorité de jeunes. Mais nous devons bien penser ça. Nous ne devons pas être simplement dans un effet de mode qui ne nous permettent pas évidemment de démocratiser cette opportunité et de faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Et ça doit aussi nous amener à repenser notre système d'évaluation. Vous avez entendu parler des fuites, des fraudes, de la triche. Nous amener à repenser la place même de l'enseignant, parce que l'enseignant, il n'est plus le seul détenteur du savoir. À repenser beaucoup d'autres choses. Donc nous pensons évidemment que c'est une belle opportunité, mais nous devons marquer le pas pour bien réfléchir sur cette opportunité, faire du benchmarking sur ce qui se passe ici et ailleurs, partir de là pour avoir notre propre posture face à cette intelligence artificielle. Allez, revenons à la cérémonie du concours général, une cérémonie qui a rendu hommage à André Sonko, ancien ministre de la fonction publique. Il a été également ancien ministre de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pendant 9 ans. Il est l'actuel dirigeant du cours Sainte-Marie de Anne. André Sonko, c'est toute une carrière quasiment au service de l'éducation, un secteur qu'il connaît bien. Oui, André Sonko, oui, il a été ministre de ceci ou de cela, mais moi, il m'a marqué en tant que ministre de l'Éducation. J'étais encore dans les classes, 93-2000. Je crois que André Sonko, c'est un homme de valeur. Un homme de valeur, quelqu'un que moi, ce que je retiens de lui, qui symbolisait la sérénité, le calme et l'écoute plurielle. Il était là dans une période de tension socio-politique très intense. Vous vous rappelez la veille de 2000, des années 2000? Et il a pu gérer évidemment le climat social. Donc, c'est quelqu'un qu'il nous faut célébrer. Et au-delà, nous devons au Sénégal apprendre à nous célébrer. Nous ne nous célébrons pas toujours. Assez. Nous ne nous célébrons pas toujours. Donc, il nous faut identifier les porteurs de changement. Ceux-là qu'on appelle les entrepreneurs de changement. Les sortir du lot pour les montrer à la jeune génération. C'est aussi une forme d'enseignement-apprentissage. Oui, nous avons d'excellentes personnalités dans ce pays qui ne sont pas très connues. Et je pense que ça, c'est aussi une opportunité pour, évidemment, les faire émerger, les montrer en exemple. Veillez vivement donc que des André Sonko puissent encore émerger, évidemment, du lot. Merci beaucoup, cher Mo. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette interview avec vous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la COSYDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Merci. Merci, Sarah. Merci donc à tous les téléspectateurs et vivement que ces 3 mois de vacances nous permettent d'aborder certaines questions complexes et difficiles. C'est une belle opportunité pour véritablement revoir en profondeur les défis liés à l'éducation. Les enfants le méritent, les jeunes le méritent. Merci à vous d'avoir suivi ce soir d'info qui est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous.